La République des valeurs vous offre Prépa-Bac 2020. Donc, c'est encore moi, M. Mbaye, professeur de sciences physiques, qui vous revient pour évoluer dans le cadre des cours de sciences physiques en terminale S. Voilà, comme on a eu donc à le faire voilà, dans les séances précédentes, on a eu à aborder la partie magnétisme du programme de terminale S, et là nous en sommes à notre troisième leçon, mais également la dernière leçon de magnétisme pour les classes terminale S. Voilà. Après aimant champ magnétique, mouvement d'une particule chargée et Laplace, vient maintenant cette leçon, une leçon très importante dans ce magnétisme qui est intitulée Induction et auto-induction électromagnétique. Voilà, donc je vous propose le plan qui suit. D'abord, dans un premier temps, parler de l'induction électromagnétique, parce que là nous avons deux leçons qui sont plus ou moins couplées, voilà, pour établir un peu le lien entre les deux leçons. On en fait une seule, ce qui fait on a deux parties à aborder. La partie d'abord induction électromagnétique, et ensuite dans un deuxième temps la partie auto-induction. Donc nous faisons cette leçon sous forme de deux parties. Alors dans induction électromagnétique, il y a d'abord à parler en grand A de la notion de vecteur surface. Notion de vecteur surface. Donc cette notion de vecteur surface qu'on note par S. Voilà. Et pour en parler, on a eu à montrer qu'un aimant crée un champ magnétique. On a eu également à montrer qu'il y a plusieurs sortes d'aimants, les électroaimants, les aimants usuels, mais surtout encore dans le cas des électroaimants, quand un circuit est fermé géométriquement, présentant un pourtour et parcouru par un courant, ce circuit également est un aimant. Et par conséquent, le circuit aurait non pas de pôle, mais de face. C'est ce qui fait amener à parler de vecteur surface S. Voilà. Supposons qu'on prenne un circuit constitué par une spire. Une spire est un circuit fermé qui a la forme de boucle et qui est parcouru par un courant. Un courant, par exemple, indiqué comme suit sur le schéma. Ou bien un circuit, le même circuit parcouru par le courant dans le sens contraire. Circuit fermé également, une boucle. Courant dans le sens contraire. Voilà, ces circuits sont des aimants. Donc ces circuits ont non pas de pôle, mais de face. On en a parlé dans le cours sur mouvement d'une particule. Et les faces sont ainsi définies. Il y a deux faces, une face sud et une face nord. La face devant laquelle vous vous placez pour voir le sens du courant, ou bien s'il n'y a pas de courant, le sens d'orientation positif, dans le sens de parcours des aiguilles d'une montre, est la face sud. Exemple, cette face, nous nous plaçons devant cette face, nous voyons le sens du courant aller dans le sens des aiguilles d'une montre, parcours des aiguilles d'une montre. Donc cette face est la face sud. Ou bien également, de façon mémotechnique, la face sur laquelle on écrit la lettre S. S par laquelle commence le mot surface dans le sens du courant. En effet, on a comme ceci, la lettre S dans le sens du courant. S comme sud. Si on prend cette face, c'est la face devant laquelle on se place pour voir le courant circuler dans le sens contraire de parcours des aiguilles d'une montre. Cette face est la face nord. Ou bien encore, de façon mémotechnique, la face sur laquelle on dit la lettre N dans le sens du courant. Une lettre N qui est un peu quand même, voilà, de cette façon, N comme nord. Voilà donc comment les faces d'un tel circuit sont identifiées. Face nord, face sud. Une fois maintenant que les faces sont identifiées, alors on donne ceci comme résultat, que tout circuit
fermé géométriquement. Donc il y a un pourtour. Et parcouru par un courant électrique, ou bien orienté. Des fois, il n'y a pas de courant, vous orientez votre circuit, orienté positivement, ou bien orienté positivement, voilà, possède ce circuit donc deux faces, possède deux faces, sud et nord. Et par conséquent, est délimité ce circuit par un vecteur dit de surface, un vecteur surface. Et le vecteur surface S, noté S, est ainsi caractérisé. Sa direction, parce que c'est un vecteur qui a une direction, un sens et une norme. Sa direction, c'est la perpendiculaire au plan du circuit. Par exemple, pour notre circuit qui est un plan ici horizontal, direction de S sera une verticale, direction S sera une direction horizontale. Voilà, direction donc perpendiculaire au plan du circuit. Le sens de S, et c'est important à ne pas oublier, à noter, c'est le sens qui va de la face sud vers la face nord. Donc S est entrant par la face sud, et sortant par la face nord. Et enfin, S a une norme. La norme de S, on note S en norme, est égale à l'air. L'air donc c'est la surface, l'air du circuit exprimé, n'oubliez pas, du circuit exprimé en mètres carrés. Voilà, en mètres carrés. Voilà donc comment S est caractérisé, le vecteur surface, la notion de surface. Donc pour récapituler donc, tout circuit fermé, c'est le cas des bobines en général, c'est le cas des cadres en général, parcouru par un courant bien qui est orienté, est un aimant. Mais en même temps aussi, il est caractérisé par un vecteur surface qui est ainsi défini, une direction, un sens et une norme. Voilà donc la notion de vecteur surface associée au circuit fermé géométriquement parcouru par des courants ou orientés. Une fois cette notion établie, une notion grand B s'en déduit. C'est la notion de flux magnétique. Notion de flux magnétique. Et son expression en même temps aussi. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Le mot flux renvoie à une façon de se déplacer, une façon de se mouvoir. Exemple, un flux migratoire d'une population donnée. La façon dont la population s'implante dans un milieu donné, on l'appelle le flux migratoire ou le flux de la population. Ici aussi, de la même façon, on associe, voilà, un flux magnétique. En effet, si on prend une bobine donc conductrice, comme ceci, fermée sur un générateur par exemple, et qui est maintenant, les spires sont là, les spires de la bobine, voilà, la bobine maintenant elle n'a pas de courant, on n'a pas de courant, on oriente la bobine arbitrairement positivement, supposons dans ce sens-là. Le sens donc qui est noté souvent par le plus. Alors cette bobine est associée, est caractérisée et définie par un vecteur surface. Cette face devant laquelle vous êtes est la face devant laquelle on voit le sens compté positif dans le sens de parcours des aiguilles d'une montre. Donc comme expliqué précédemment, c'est la face sud. S rentre par la face sud, donc on trace S comme ça, au point O, entrant par la face sud et sortant par la face que vous ne voyez pas, qui est la face nord. Voilà le vecteur surface S. Maintenant, on approche à cette bobine conductrice, on approche un aimant. Un aimant droit, par exemple, un barreau aimanté.
caractérisé par les pôles. Supposons qu'on ait ici un pôle qui est le pôle nord et là le pôle sud. Cet aimant va créer au niveau de la bobine un champ magnétique caractérisé par un vecteur champ magnétique B qu'on va tracer également au point O. Et n'oubliez pas, pour rappel, que le champ créé par l'aimant est sortant de son pôle nord et entrant par son pôle sud. Donc quand B sort du pôle nord de l'aimant, alors B va entrer dans la bobine dans ce sens-là. Voilà, comme ça, B rentre dans la bobine parce que B sort du nord. Voilà le vecteur champ magnétique B créé par la bobine. Maintenant, nous savons également que tout champ magnétique est défini par un ensemble de lignes de champ. Les lignes de champ donc qui ont le même sens que le champ magnétique B, que je trace donc ainsi quelques-unes des lignes de champ. Donc comme ça, comme ceci. Là aussi des lignes de champ qui sont comme ça. Orientent dans le même sens que le champ magnétique, orienté. Et par analogie au flux migratoire d'une population, là aussi c'est un flux. On dit que les lignes de champ donc pénètrent la bobine sous forme de flux magnétique. Donc par définition, c'est la façon dont ces lignes de champ pénètrent la bobine qui caractérise ce qu'on appelle un flux magnétique, qu'on note par phi. Maintenant, il y a une définition qui est donnée après la mise en évidence. En effet, tout circuit, voilà, circuit donc, fermé géométriquement, voilà, caractérisé par un vecteur surface, donc il y a soit un courant ou un sens d'orientation, vecteur surface, est placé dans un champ magnétique, B, alors on dit est le siège, le circuit donc est le siège d'un flux magnétique. Et par définition, voilà, d'expression, on a donc phi égale, on écrit phi, l'expression du flux, égale à B scalaire S. Et pour un circuit à N spire, à N spire, nombre de spires donc qui forment la bobine par exemple, alors on a 2 points phi égale à N B scalaire vecteur surface S. Voilà donc comment le flux magnétique est exprimé dans le circuit parcouru par le courant orienté et placé dans un champ magnétique B. Donc pour récapituler, la façon dont la ligne de champ pénètre la bobine ou le circuit fermé, cette façon donc est associée à un flux, dit flux magnétique. Maintenant, quelle est son expression? L'expression dépend de quoi? Du vecteur surface S de la bobine, du circuit, mais dépend également du vecteur champ magnétique B qui est donc utilisé, B qui est créé par l'aimant. Donc là, il y a deux aspects à ne pas surtout confondre, à maîtriser dans vos exos. C'est de quoi dépendent ces paramètres B et S. S dépend d'une orientation choisie arbitrairement. S n'est pas forcément le sens du courant. Au départ, on ne peut pas avoir un courant, on oriente le circuit. S dépend de l'orientation. Mais B, lui, dépend du pôle de l'aimant qui est approché, dépend donc de l'aimant qui est créé, le flux magnétique B. C'est l'aimant qui le crée, c'est la bobine qui le subit. Donc voilà le flux magnétique, créé par l'aimant, subi par la bobine. Voilà, donc notion de flux magnétique associée également à ce circuit. C'est après maintenant que les notions de surface et de flux magnétique soient définies qu'on va parler maintenant de notions d'induction électromagnétique. Mais retenez d'abord, avant de parler d'abord, que le flux magnétique B est une grandeur algébrique phi et une grandeur algébrique. En effet, on a phi égale à, si on développe le produit scalaire, c'est n fois B fois S en norme fois le cos de l'angle que forme, voilà, S et B ou bien B et S. On voit donc si N, B et S sont des grandeurs positives, le cos de l'angle peut être négatif, le cos de l'angle peut être nul, le cos de l'angle peut être positif. Du signe de cos dépend sur le flux. Donc le flux appartient à un intervalle de calcul. Voilà, intervalle de calcul donc. D'abord le flux s'exprime voilà, en Weber. Weber, symbole donc WB.
Voilà, N est en spire, B en Tesla, S en mètre carré, le flux en Weber. Donc flux appartient à l'intervalle, voilà, moins N BS plus N BS, en passant bien sûr par la valeur qui est nulle. Voilà, si le cosinus est égal à moins 1, on a phi égale moins N BS, c'est le flux minimal. Si le cosinus est égal à plus 1, le flux devient plus N BS, c'est le flux maximal. Maintenant, si l'angle forme BS est un angle de pi sur 2, le flux sera nul. Voilà, c'est le flux sera nul. Donc on dit du flux qu'il est une grandeur algébrique. Après donc le flux magnétique soit défini, on va maintenant nous intéresser à la notion d'induction électromagnétique. Notion d'induction électromagnétique. Et commencer d'abord par petit 1, les expériences de mise en évidence. Expérience de mise en évidence. Voilà, nous en avons à donner donc 3. La première expérience, c'est la variation, voilà, de l'intensité du champ magnétique B. Et comme expérience, on a le dispositif expérimental. Donc qui est le suivant. Nous considérons une bobine conductrice, comme on vient de l'indiquer antérieurement, donc qui est fermée sur, on prend ici un galvanomètre. C'est un appareil donc qui décèle et qui indique en même temps le sens de parcours du courant, un galvanomètre à zéro central, ou bien on peut aussi prendre un microampèremètre à zéro central. En tout cas, l'essentiel c'est que les deux sens de parcours du courant soient possibles à indiquer. On l'appelle galvanomètre. Relié à une bobine conductrice. Bobine donc qui est formée par un ensemble de spires. Cette bobine donc est orientée au départ positivement, choisie arbitrairement, je rappelle au passage, qui donne alors un vecteur sur face S, entrant par cette face qui est la face sud, S. Maintenant, un aimant droit encore est considéré, mais en plus l'aimant droit est approché ou retiré. Donc là, l'aimant droit va créer un champ magnétique B également, d'après donc le sens du pôle qui est approché, un B donc qui est orienté dans ce sens. Voilà la situation donc qui est expérimentalement étudiée, qui est présentée. Je rappelle donc, une bobine conductrice, je rappelle, cette bobine n'est pas un circuit électrique parce qu'on n'a pas de générateur, mais elle est seulement reliée à un galvanomètre et non pas un générateur. On dit donc du circuit qu'il est un circuit conducteur, mais pas un circuit électrique parce qu'il manque un générateur. On lui approche un aimant droit de par un de ses pôles. Maintenant, les mouvements sont soit des mouvements, on verra, de manipulation, d'approche ou de retrait. Les deux mouvements sont possibles. Voilà. Ce sens donc que vous avez en sens 1 indique une approche de l'aimant et là vous avez un retrait de l'aimant. Sens de retrait de l'aimant. Ce sont ces manipulations qui sont réalisées après que le dispositif soit présenté. On a bêta, les manipulations. Et les manipulations réalisées donc, voilà, sont les suivantes. D'abord, on maintient l'aimant droit immobile, sans mouvement, vitesse égale 0. On constate que l'aiguille du galvanomètre se met au 0. L'aimant immobile, aiguille du galvanomètre se met au 0. Donc je mets le résultat de la manipulation au fur et à mesure. Aimant immobile entraîne que l'aiguille du galvanomètre se met au 0.
Ensuite, on approche l'aimant dans le sens 1, mouvement de l'aimant aigu du galvanomètre dévie dans un sens bien précis, précis. Mouvement de l'aimant dans le sens de l'aimant dans le sens de l'aimant, donc aimant dans le sens de l'aigu du galvanomètre dévie en sens inverse. Galvanomètre dévie en sens inverse, au sens précédent bien sûr. Voilà donc les manipulations réalisées pour ensuite en faire maintenant une interprétation. Donc petit bêta, petit gamma, interprétation. Voilà, chaque manipulation obéit à ce triptyque, donc expérience, manipulation, interprétation. L'interprétation, c'est d'expliquer le fait que l'aigu aimanté est dévié. L'aigu du galvanomètre est dévié par contre. En effet, quand l'aigu du galvanomètre dévie, c'est parce qu'il y a un courant qui passe. Et ce courant qui n'est pas créé par un générateur classique est un courant appelé courant induit. On dit alors qu'il s'est produit un phénomène d'induction. Phénomène d'induction. Donc je dis ceci, que l'aigu, la déviation de l'aigu du galvanomètre, met en évidence une production de courant électrique. Production de courant électrique. Un courant électrique est apparu donc de courant électrique. Point et virgule. Ce courant électrique qui n'est pas produit, en effet, vous n'en avez pas dans le montage, qui n'est pas produit par un générateur, on dit classique, est appelé courant induit. Voilà. On dit qu'il a été induit et appelé courant induit. Courant induit. Ou bien on dit également, qu'il s'est produit un phénomène d'induction électrique. Voilà le mot, phénomène d'induction électrique. Voilà donc l'expérience première de mise en évidence de ce phénomène. Je récapitule donc, c'est le déplacement, je rappelle, d'un aimant à travers un circuit conducteur, une bobine. Et là on voit donc que ce déplacement fait varier l'intensité du champ créé par l'aimant. Parce que l'intensité du champ créé par l'aimant dépend de la distance séparant l'aimant de la bobine. Voilà, plus on approche de la bobine, plus intense B, plus on s'éloigne de la bobine, moins intense est B. Donc variation de B, voilà, comme production d'un phénomène d'induction. Deuxième expérience également de mise en évidence, c'est le cas maintenant où la surface du circuit varie. Donc petit b, variation, voilà, de la surface d'un circuit. Voilà, S qui varie donc. Et l'expérience utilisée est celle des rails de la place, comme on a eu à en parler. On a alpha, le dispositif expérimental, donc qui serait de considérer deux rails qui sont conducteurs,
voilà, qui sont disposés parallèlement, rail P, Q, et là on a R, T, voilà, relié cette fois-ci à un voltmètre et placé dans un champ magnétique B. Donc partout il y a le champ magnétique B qui est placé, partout. Maintenant on dispose d'une tige conductrice. Donc j'indique ici la position initiale de la tige en pointillé, voilà, et la position de la tige en trait plein après qu'elle soit déplacée sur les rails. La tige se nomme Mn. Le champ magnétique B est choisi par exemple entrant. Voilà. Et là aussi le circuit est orienté positivement, on met le sens positif sur la barre, comme ça. De sorte maintenant également, vous pouvez donc vérifier vous-même vos connaissances, que cette phase devant laquelle vous placez est une phase sud. S également, de même que B serait un S entrant. S et B donc au même sens, même direction. Mais je dis encore une fois, tout dépend de l'orientation, tout dépend du choix du champ magnétique B. Ce ne sont pas des données qui soient figées, qui soient également donc tout le temps les mêmes. Voilà. Après maintenant, on déplace l'aimant. Ça, ce sont les manipulations réalisées. Déplace donc la barre Mn. Manipulation. Après que le circuit soit présenté, nous passons maintenant à la manipulation. Elle est celle-ci. Voilà. Quand la barre est maintenue immobile sur les rails, l'aiguille du voltmètre se met au zéro central, au zéro. Le voltmètre, donc, il y a un zéro, il y a des graduations qui vont à partir de zéro. Donc l'aiguille se met au zéro. Dans ce cas, il n'y a pas de tension indiquée par le voltmètre. Mais dès qu'on déplace la barre dans le sens indiqué, ce sens-là, c'est le sens qui fait passer la barre des pointillés à la position en trait plein, mouvement donc de vitesse V. Déplacement de la barre dans ces conditions fait dévier l'aiguille du voltmètre. Voilà, déviation du voltmètre. Donc, le déplacement de la barre maintenue, la barre Mn, maintenue immobile, on constate alors que l'aiguille du voltmètre se met au zéro. Alors, l'aiguille du voltmètre se met au zéro. Le déplacement de la barre Mn sur les rails, voilà, provoque une déviation de l'aiguille du voltmètre. Voilà la manipulation réalisée. Dispositif, manipulation, interprétation. Et l'interprétation qu'on en donne est celle-là, à savoir comment justifier que l'aiguille du voltmètre est déviée. Nous savons en physique, électricité, chaque fois qu'un voltmètre voit son aiguille déviée, c'est parce qu'elle met en évidence cette déviation une tension électrique que le voltmètre donc mesure. Donc la déviation de l'aiguille du voltmètre, la déviation de l'aiguille du voltmètre, voilà, atteste de l'existence d'une tension électrique. Un point. Maintenant, cette tension électrique, elle n'est pas fournie par un générateur également. Elle est induite par déplacement de la barre. On l'appelle la tension induite. Mais sachant également qu'il n'y a pas de courant qui passe, cette tension qui apparaît où il n'y a pas de courant a un nom. On l'appelle la force électromotrice. Donc cette tension induite par
le déplacement de la barre, voilà, et qui ne met pas en évidence un courant électrique, il n'y a pas de courant, c'est un voltmètre, courant électrique, est appelé tension, courant électrique, est appelé, cette tension donc est appelée force électromotrice. Notez, on note ça en physique, notez FEM induite. Voilà, soit donc E de T. Soit E de T, E qui dépend du temps. Voilà là aussi, cette deuxième expérience donc qui permet aussi de montrer le phénomène d'induction. On dit également que cette tension a été induite par le déplacement de la barre. Voilà, sur les rails, déplacement de la barre, donc induit une tension électrique. Et là, la barre dont le déplacement donne la tension est appelée l'inducteur. Et les rails du circuit fermé forment ce qu'on appelle l'induit. On voit donc ici que S a varié. En déplaçant la barre, S varie. C'est la variation S maintenant dont dépend le phénomène d'induction. Donc dans un premier temps, c'est le sens de B, l'intensité de B qui a fait que le phénomène d'induction est apparu. Ici maintenant, c'est le fait que S est varié qui fait que ce phénomène d'induction apparaît. Et enfin, troisième expérience de mise en évidence, voilà, qui complète les deux premières. Cette fois-ci, c'est la variation de l'angle que forment B et S. Donc A, B, C, variation de l'angle que forme BS. Et ça, à travers également ce dispositif aussi. Alpha, dispositif. Voilà, il est là. On prend également une bobine conductrice. Donc, comme ceci. Fermée également sur... Voilà, là, ce sont les spiles qui sont là. Fermée sur un galvanomètre, par exemple, à zéro central. Le zéro est là. Voilà, G, galvanomètre, galva, fermé donc. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend un aimant, mais qui est accroché à un pendule, à un fil, l'aimant, comme ça. Voilà l'aimant. De part également ces pôles qui sont sud et nord. Pôle nord, pôle sud. Ici aussi, les mêmes situations reviennent. Le S donc dépend de l'orientation que j'ai choisie. On trace S de par l'orientation, S est ainsi tracé. Mais également, B aussi est tracé de par le sens du pôle qui est approché, pôle nord, B est là. Donc là, vous avez B. Et là, on a un pendule qui est créé, qui est mobile. On appelle oméga la vitesse avec laquelle on peut tourner cet aimant. Donc oméga, c'est la vitesse angulaire de rotation de l'aimant. Et vous remarquez donc quand l'aimant va se mettre à tourner, l'angle que forme BS va varier. Dans un premier temps, au départ, avant qu'on tourne l'aimant, cet angle vaut 0 degré. En effet, on a deux vecteurs qui ont même direction, même sens. L'angle vaut 0 degré. Mais dès que l'aimant tourne, l'angle varie. Voilà. Donc l'angle varie, l'angle dépend de oméga. On prend maintenant le cas où le mouvement de l'aimant est un mouvement rotation uniforme. Donc pour les manipulations, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, manipulation. Alors, on prend maintenant, on considère, on tourne l'aimant, voilà, on tourne l'aimant d'un mouvement de rotation uniforme. Rotation uniforme. De sorte que oméga soit égal à, voilà, donc θ, l'angle forme BS, voilà, BS forme un angle que j'appelle θ égale à oméga fois le temps. Je prends le cas donc où initialement θ0 égale 0. Avec maintenant, j'ai pris θ0 égale à 0. Voilà donc ce qu'on a. Maintenant, on va montrer
que lorsque également on tourne l'aimant, manipulation, donc c'est ça. Maintenant on constate, on observe, voilà, que l'aiguille, voilà, du galvanomètre va dévier alternativement vers la gauche et vers la droite. Ça qu'on observe. Comme ça, l'aiguille va dévier alternativement. Maintenant, il faut justifier ça par le gamma, interprétation. Donc, il faut montrer qu'on a un courant alternatif qui apparaît, un courant donc qui varie au cours du temps. Et pour ça, nous partons de l'expression du flux magnétique. Le flux magnétique, donc là, voilà, on a donc ici un courant alternatif apparaît. Un courant alternatif donc apparaît. Voilà, apparaît donc, qui correspond à une production d'un phénomène d'induction électromagnétique. Voilà donc 3 expériences qui sont réalisées pour mettre en évidence donc, pour produire ce phénomène d'induction. Maintenant, la question qu'on se pose est de savoir, voilà, quelle donc grandeur est commune à ces 3 expériences. Et vous répondrez, en regardant les 3 expériences devant vous, qu'il y a dans le premier cas BS, dans le deuxième cas aussi, c'est pas effacé, on a BS, et dans le troisième cas aussi, on a un B et un S. Donc les 3 expériences ont en commun un flux magnétique, par le fait que BS soit apparu. Ça c'est d'un. De 2, on a montré que chaque fois que l'aimant était maintenu immobile, ou chaque fois que la barre était immobile, donc S était constant, ou bien que B était constant, ou que l'angle était nul, il n'y avait pas de phénomène d'induction. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ce phénomène d'induction apparaît, mais à chaque fois que un de ces 3 paramètres que je cite varie. Soit un B varie dans la première expérience, soit est un vecteur de surface varie dans la deuxième expérience, soit c'est l'angle que forment S et B qui varie dans la troisième expérience. Donc ce sont ces 3 expériences donc qui permettent de montrer à quel moment ce phénomène d'induction donc est produit. Alors là, ça nous amène donc à parler de, en petit 2, production du phénomène d'induction. La production du phénomène d'induction magnétique. Phénomène d'induction magnétique. Voilà. Et ça, c'est l'interprétation qui est faite des 3 expériences. En effet, on va maintenant rappeler que les 3 expériences réalisées, voilà, montrent que tout circuit dans lequel le flux magnétique varie et le siège ouvert électriquement signifie donc un circuit qui contient soit un voltmètre ou bien un oscilloscope électriquement, c'est-à-dire si le circuit renferme un voltmètre laisse pas passer par un courant, ou un oscilloscope
ou un oscilloscope. Voilà donc voilà, comment sprint detection donc, que nous étudions a été donc produit. À chaque fois donc que l'un des trois paramètres varie, que le champ magnétique B varie, que la surface varie, ou que l'angle forme SB varie, un phénomène de déduction apparaît. Et s'il apparaît, il y a deux manifestations possibles. Soit un courant induit apparaît, si ce n'est pas un courant induit qui apparaît, alors c'est une tension induite qu'on appelle phénomène induit qui va apparaître. Voilà donc comment est produit ce phénomène d'induction. Schématiquement donc, je peux mettre ça sous la forme, schématiquement, vous avez ceci, schématiquement. On a donc S et B en présence, les deux, permettent d'avoir un flux magnétique. Phi apparaît égale N, B, S. Ensuite, variation de flux, delta phi, fait apparaître un phénomène d'induction. Maintenant, delta phi apparaît par que B varie, que S varie, ou bien que l'angle forme BS varie. Voilà, de par cette variation, delta phi va varier. Delta phi apparaît par ces variations. Varie. Entraîne maintenant quoi? Un phénomène d'induction qui en résulte. Voilà donc schématiquement comment est produit le phénomène d'induction. Phénomène d'induction électromagnétique. Voilà, regardez donc cela. Donc, pour comprendre un peu, encore une fois, dans vos données des énoncés, les paramètres sur lesquels il faudra surtout, encore une fois, axer un peu voilà, la réflexion. C'est S, comment S est défini, comment B également est établi de par l'aimant, mais également quel angle forme S et B, c'est ça qui pose problème souvent les angles, soit des angles de 0 degré, soit des angles de pi sur 2. Une fois qu'on a cela maintenant, voir dans la manipulation qu'on propose, est-ce qu'un des trois paramètres varie? B varie, ou bien que S qui varie, dans le cas de la place S qui varie, dans la barre fait varier S. Dans le cas de la bobine à laquelle on approche un aimant, c'est B qui varie. Et dans ce cas où on fait tourner l'aimant, c'est l'angle forme BS qui varie. Si l'un des trois paramètres varie, alors le flux apparaît variant. Et en variant, le phénomène d'induction en résulte. Voilà donc pour ce qui est donc de ce phénomène d'induction dans son étude. Il reste maintenant, comme la plupart des lois, voilà, à appliquer maintenant cela à des applications pratiques. Mais avant cela, d'abord en donner quelques propriétés, quelques études donc, des grandeurs qui sont liées à ce phénomène d'induction. Si nous avons donc à parler d'une petite étude quantitative. Étude quantitative, donc les formules de calcul quantitative du phénomène d'induction. Donc, dans vos exos, phénomène d'induction. C'est cela dont vous aurez besoin donc à maîtriser, à comprendre. On commence d'abord par la première grandeur étudiée, c'est la FEM induite. La FEM, force électromotrice induite. Vous en avez deux. C'est la tension donc qui est produite dans ce phénomène d'induction où il n'y a pas de courant. On a deux FEM. On a d'abord la FEM moyenne. FEM moyenne. Et cette FEM moyenne qu'on note par EM, M comme moyenne, s'exprime par un rapport. Et ça a été établi expérimentalement. C'est moins delta de phi sur delta de T. Autrement dit, c'est variation de flux. Donc c'est moins phi 2 moins phi 1 sur T2 moins T1. On voit donc que le flux varie. À l'instant T1, sa valeur est phi 1. À la date T2, sa valeur passe à phi 2. Donc le flux aura varié de phi 2 moins phi 1. Pendant quelle durée? Une durée T2 moins T1. Alors l'expression de FM moyenne est celle-là. On voit donc ici moyenne fait que FM avec delta phi varie en sens inverse. Si delta phi est positif, FM sera négatif. Si delta phi est négatif, FM sera positif. FM est en volt. C'est une tension, c'est en volt. T1, 2, phi 2 moins phi 1
sur T2 moins T1 arrive alors en mathématiques, en physique, l'expression d'une dérivée première de phi par rapport au temps. Donc là, on obtient alors finalement égal à moins dérivée première par rapport au temps de phi. Voilà comment ça s'exprime. Moins dφ sur dt. On voit donc qu'on a une dérivation à faire. Donc quand on donne la fonction instantanée de phi, vous la dérivez une fois par rapport au temps et ce qu'on obtient, son opposé, est égal à Fm, que l'on appelle Fm instantané de t. Voilà les deux Fm donc qu'on a dans les exercices. Moyenne instantanée. Moyenne c'est entre deux instants donnés. Instantané c'est en instant t donné. On vous demande la Fm. Deuxième grandeur étudiée également, c'est le courant induit. Courant induit. Petit, donc B comme application, comme étude, voilà, le courant induit. Et pour le courant induit, il y a d'abord son intensité. Intensité du courant induit. On la note souvent par grand I comme intensité. Et grand I obéit à une loi qu'on appelle la loi de Pouillet. La loi de Pouillet donc stipule ceci. Voilà, loi de Pouillet. Loi de Pouillet. On en parlait un peu en seconde S quand vous avez fait donc les courants électriques, tension et les dipôles. Loi de Pouillet donc donne ceci que I est égal à somme des Fm sur somme des résistances. Bon là on n'a pas de FCM, c'est pourquoi je n'ai pas parlé. Et là on a une seule Fm, c'est petit e, c'est E de T donc. Sur R, on met R total, T comme total, l'ensemble des résistances du circuit, on met R total. Voilà donc comment I est établi en intensité. Ou bien on remplace E par sa valeur en mettant aussi I est égal à moins, on remplace E par ça, donc c'est moins 1 sur R total. Et là on a dφ sur dt. Voilà l'intensité du courant induit, comment elle est exprimée, comment elle est établie. Il y a ensuite son sens. Sens du courant induit. Et pour le sens du courant induit, il obéit à une loi qu'on appelle la loi de Lenz. Loi de Lenz. Et comment cette loi est énoncée? Je vous en donne d'abord son énoncé avant de voir comment comprendre l'énoncé. Énoncé de cette loi. Cette loi dit ceci, que le courant induit qui apparaît, qui va donc apparaître, faire une déduction, qui apparaît, circule dans le sens tel que, de par ses effets, le courant a des effets, on verra tout à l'heure, de par ses effets, il tend à s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. S'opposer à la cause qui lui donne naissance. Maintenant, cette loi pose un problème d'interprétation, d'applicabilité dans le cadre des exercices. C'est sur ça que je vais insister un peu pour, encore une fois, voilà, essayer de régler ce problème de sens. Que dit la loi? La loi parle de cause et d'effet. Autrement dit, donc, le courant qui apparaît est causé par quelque chose. On verra quoi. Mais une fois qu'il apparaît maintenant, il a des effets. On verra comme quel effet. Mais les effets sont opposés aux causes. C'est ça surtout le problème important. Mais qu'il faudra surtout expliquer et comprendre. Heureusement que ce sens du courant vous est demandé à travers deux circuits qui sont soit donc les rails de Laplace, soit les bobines. Heureusement. Ce qui fait donc on va appliquer cette loi dans ces cas de figure. Application signifie la compréhension de la loi. Application, donc les applications qu'on fait. D'abord on prend les rails de Laplace. Rails de Laplace. Rails de Laplace. Que dit ce courant? Ou comment comprendre le sens du courant? Dans ces rails de Laplace, le courant est dû au fait que la barre soit déplacée sur les rails. Alors, dépendamment de la barre sur les rails, provoque un courant induit qui apparaît donc. Mais une fois qu'il apparaît, le courant induit va créer une force magnétique qui va s'opposer au déplacement de la barre.
On voit donc ici cause moins déplacement de la barre, effet moins force magnétique que le courant va créer. Et cette force magnétique ne renforce pas le déplacement de la barre, au contraire, cette force s'y oppose, opposition au déplacement de la barre. Donc, les règles de la place, chaque fois que vous avez le sens du courant induit, procédez ainsi. Regardez d'abord dans quel sens la barre est déplacée. Le sens vous est indiqué sur le schéma. Tracez aussitôt au centre d'inertie de la barre une force magnétique opposée. Et cette force magnétique étant tracée, le sens du courant induit s'en déduit. Voilà. Donc je rappelle d'abord le principe ici. Voilà, règle de la place. Donc le courant induit crée une force magnétique, voilà, sur la barre. En effet, loi de la place sur la barre qui, voilà, tend à s'opposer au déplacement de la barre. Au déplacement de la barre. Alors c'est le déplacement de la barre qui a fait que le courant soit né. Au déplacement de la barre. Prépa Bac 2020 vous est offert par la République des valeurs.